L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition dont voici les titres. Au Burkina Faso, la constitution de 1991 est rétablie, reste à passer à la signature officielle de la charte de transition et à trouver celui qui va diriger cette transition. En Guinée, les mesures pour lutter contre Ebola se renforcent. La France a financé la création d'un nouveau centre de traitement qui vient d'être inauguré dans l'est du pays. Au sommet du G20, Vladimir Poutine à la barre des accusés. Le président russe est exposé à de vives critiques de la part de ses alliés occidentaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Et nous ouvrons cette édition sur le Burkina Faso. La constitution du 2 juin 1991 est désormais rétablie dans le pays. Le lieutenant-colonel Zida en a fait l'annonce ce samedi. Il avait lui-même déclaré sa suspension le 31 octobre dernier, le jour de la chute de Blaise Compaoré. La signature officielle de la charte de transition qui devait avoir lieu ce samedi a été reportée sur ce dimanche. Reste l'identité du futur chef intérimaire. Les civils ont jusqu'à dimanche midi pour communiquer la liste de leurs candidats. Et depuis ce 31 octobre, le peuple burkinabé a tourné ce qu'il est convenu d'appeler les 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré. Et cet événement sans précédent ne laisse aucune politique indifférente sur le continent. Au Togo, où l'on s'attend ces prochains jours à une fronde de l'opposition face au refus du pouvoir de ne pas faire les réformes constitutionnelles, le chef de file de cette opposition, Jean-Pierre Fabre, réagit par rapport à ce qui s'est passé au Burkina Faso. Et c'est au micro de l'équipe du bureau Africable à Cotonou. Je dois rendre hommage au courage et à la détermination du peuple burkinabé qui a su montrer que la lutte populaire est invincible. Quand un peuple se lève et dit « voilà ce que je veux », il l'obtient toujours. Les Sud-Africains l'ont montré, les Vietnamiens l'ont montré, les Algériens, etc. Malheureusement, il a décidé trop tard. Il aurait dû le faire peut-être même le 28, lorsqu'il y a eu la grande manifestation, oui, où pratiquement 1 million de personnes sont sorties dans la rue pour dire que le président Blaise Compaoré ne se présente plus en 2015. Donc il y a eu des morts, il y a eu des dégâts matériels importants. C'est le lieu de présenter mes condoléances aux familles éplorées et d'exprimer ma solidarité envers ceux qui ont perdu des êtres chers et leurs biens. Nous nous rendons à présent au Maroc pour la dernière journée du forum MEDES à Tanger. Le sujet très délicat de la santé publique en Afrique a été abordé, d'où la remise en cause des systèmes sanitaires à l'heure où l'épidémie d'Ebola fait des ravages et crée la psychose. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux Djibrila Maïga et Al-Khalifa Touré. C'est la salle Beijing du chapiteau qui a servi de cadre au panel consacré à la thématique sur la santé, devant un public attentif et pertinent dans les questions. La problématique de la santé publique, la rétorsion d'informations ou encore l'échec des politiques africaines de santé ont été largement débattus. Le cas Ebola en est une parfaite illustration. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a une particularité, c'est qu'elle est survenue dans une zone où il y a plus de déplacement des populations. Donc c'est ce qui fait qu'elle a une différence en matière d'expansion par rapport à des zones comme en Afrique centrale où là où ça survient, les populations se déplacent peu, dû même à la nature même de l'environnement. Et pour le professeur Samba,
Panéliste venu de la Côte d'Ivoire, en Afrique, des systèmes de santé existent, mais pas performants, car victimes de sous-financement. Il faudrait que la santé dépense de manière efficiente ses ressources pour le bénéfice de nos populations. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement qu'il faut qu'on puisse avoir des interventions qui soient éprouvées scientifiquement et qui donnent des résultats. À partir de ce moment-là, si on met 1 centime dans une intervention, on est sûr du résultat qu'on va avoir. Un autre sujet abordé, la télémédecine. Au-delà du SMS qui est l'utilisation des formulaires, il faut qu'on aille vers des systèmes qu'on appelle intégrés qui vont faire de l'extraction automatique de l'information. Donc ce qui est l'avenir, c'est avoir des dossiers médicaux informatisés du patient. C'est avec ça qu'on va résoudre les problèmes d'accessibilité à l'information sanitaire en temps réel et de bonne qualité. Le constat est frappant. Dans les pays africains, le plus grand fardeau des dépenses est supporté par le malade lui-même. Et ceux qui sont chargés des systèmes de santé doivent être responsables et redevables. Il convient d'ajouter que la recherche dans le domaine de la santé reste en deçà des espérances. On reste à Tanger au Maroc, la sécurité, un enjeu pour le développement de nos États. Cette thématique a constitué le clou de cette dernière journée du Forum du Sud au Maroc, à Tanger. Alors les crises en Afrique, vers quelle politique africaine de sécurité? Voici une question à laquelle les panélistes ont tenté d'apporter des éléments de réponse. Et des panélistes, parmi lesquels l'honorable Karim Keïta, président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale du Mali, que je vous propose d'écouter. La sécurité que l'on connaît aujourd'hui, toute une partie est due à des groupes armés djihadistes qui aussi pêchent dans les populations les plus désœuvrées, les plus démunies. Je ne cesse de faire le parallèle en disant que si le nazisme et le fascisme ont proliféré en Europe le siècle passé, c'était à cause de la grande crise financière. Et aujourd'hui, ces populations démunies-là ne reçoivent que cet appel-là, n'ont pas d'autre alternative. Donc là aussi, il y a une question de développement socio-économique à voir. Au niveau de la sécurité, il va falloir une meilleure maîtrise de notre territoire. Vous savez comment le territoire malien est vaste. Et aussi, nous devons aussi repenser une toute nouvelle architecture sécuritaire, pour ne pas dire policière, et aussi au niveau de la gendarmerie et en soutenant de moyens techniques. Je dis toujours que les armes viennent après. Il va nous falloir beaucoup de formation de nos agents de sécurité. On parle notamment d'avoir des analystes qui puissent faire de la projection, mais aussi quand je parle d'outils technologiques, ne serait-ce qu'avoir un simple lecteur d'empreintes, qui est un outil indispensable aujourd'hui. Je parle aussi de contrôle de nos différentes frontières, au niveau des contrôles des documents d'identité. Je pense que nous allons passer dans un avenir très proche à des passeports biométriques, à des cartes d'identité biométriques. C'est un pas en avant qui nous permettra de mieux cerner souvent les mouvements des flux de personnes qui vont et là viennent. C'est tout ça qui affaiblit aujourd'hui nos services de sécurité. Cette faiblesse de maîtrise de mouvements de personnes, souvent qu'on a du mal à identifier et qui vont et viennent. Et nous restons avec le Mali, à Bamako, qui abrite depuis ce matin les journées de réflexion sur la contribution aux négociations d'Alger. Ces journées sont organisées par la plateforme Antesson des jeunes leaders du Mali en vue de contribuer à la gestion durable de la crise. Yacouba Dansoko Moussabari. Le Mali est un pays multiséculaire, riche de sa culture et de sa diversité, qui a connu une crise qui s'est révélée être la plus violente qu'il ait connue, mais aussi la plus cruelle et la plus radicale. À la recherche de solutions, plusieurs résolutions et déclarations furent prises par les organismes internationaux. Une feuille de route des négociations dans le cadre du processus d'Alger a été signée le 24 juillet dernier, consacrant ainsi le démarrage des négociations d'Alger. Des négociations au cours desquelles les visions diffèrent. Ces 2 jours de réflexion sur la contribution aux négociations d'Alger de la plateforme des jeunes du Mali, Antesson, vont servir de base pour une paix durable et définitive. Notre mission historique, notre devoir de génération nous impose de construire efficacement
au progrès de notre pays et celui de l'humanité, chacune et chacun à son poste et selon ses capacités. La jeunesse malienne est debout pour dire qu'on n'est pas d'accord que le pays soit pris en otage par certains groupuscules. On n'est pas d'accord que la paix soit remise en cause. À travers ces journées de réflexion, les jeunes leaders du Mali comptent apporter leurs solutions à la crise qui secoue le nord du pays. Notre accompagnement est un devoir de génération, un exercice de gratitude envers la nation qui nous a vu naître et qui nous a tout donné collectivement et individuellement. Il s'agira donc pour nous de nous pencher point par point, ligne par ligne, sur cette proposition d'accord de paix pour préserver son applicabilité, son impartialité et son efficacité durable au bénéfice de toutes les communautés de notre pays et au bénéfice de toutes les aires géographiques ou culturelles. L'objectif de ces 2 jours de travaux est la construction d'une vision commune et largement partagée avec l'ensemble des jeunes du Mali sur les éléments pour un accord, la paix et la réconciliation au Mali en vue de contribuer à une gestion durable de la crise. À noter que les jeunes à ces travaux sont des différents partis de l'opposition, de la majorité présidentielle, des forces vives de la nation venues des 8 régions du Mali et du district de Bamako. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika aura passé près de 48 heures en France dans un service de cardiologie et des maladies vasculaires. Une information que les autorités d'Alger se refusent de confirmer jusqu'à présent. Abdelaziz Bouteflika aura passé un peu plus d'1 jour à la clinique privée d'Alembert à Grenoble, entre les mains du chef du service cardiologie qui le connaît bien pour l'avoir suivi au Val-de-Grâce à Paris, notamment après son AVC de 2013. Il est 13h45 ce samedi lorsque le convoi de 6 véhicules quitte l'établissement, direction l'aéroport Saint-Geoires de Grenoble. L'avion du président décolle vers 14h30, destination non précisée. Pourquoi Abdelaziz Bouteflika est-il venu cette fois et dans quel état de santé? Simple bilan, si l'on en croit son entourage, sans que l'on en sache plus. Officiellement, Abdelaziz Bouteflika n'a d'ailleurs jamais quitté Alger. Le président poursuit ses activités en toute sérénité, normalement, écrit même Le Temps, proche du pouvoir. Une précision qui ne manque pas de sel pour un régime qui maintient sur le devant de la scène un président malade de 77 ans qui ne se déplace plus qu'en chaise roulante. Un président qui n'exerce plus la réalité du pouvoir depuis des années, mais qui l'incarne toujours officiellement. Apparu en public il y a 2 semaines pour les 60 ans de la guerre d'indépendance, Abdelaziz Bouteflika détient d'ailleurs le record de longévité à la tête de l'Algérie. Mais en coulisses, la bataille de la succession est engagée. Dans l'ombre, Saïd, le frère discret, est actuellement le véritable homme fort du pays, selon les observateurs. Et bien sûr, il y a l'armée. Le chef d'état-major, le général Gaïd Salah, avait d'ailleurs revêtu des vêtements civils lorsqu'il était allé rendre visite au président convalescent à Paris. On reste dans le domaine santé, on se rend en Guinée, l'un des pays les plus touchés par cette épidémie de fièvre hémorragique à Ebola. Un nouveau centre de traitement a été ouvert dans l'est du pays. C'est un financement de la France pour accompagner les efforts de lutte contre cette maladie en Guinée. À son arrivée à Macenta, Annick Girardin est accueillie chaleureusement. Mais pas le temps d'en profiter. La secrétaire d'État se rend immédiatement au tout nouveau centre de traitement d'Ebola pour l'inauguration de cette structure financée par la France. Construit par l'ONG Médecins sans frontières, le centre sera géré par la Croix-Rouge française, une coopération saluée par la secrétaire d'État. C'est tous ensemble qu'on continuera à avancer sur ce chemin et qu'on gagnera le combat contre Ebola. Et je voudrais dire que Macenta, c'est une première victoire, une victoire collective contre Ebola. Merci à tous. Merci. Le centre peut accueillir jusqu'à 70 personnes, une installation essentielle pour cette région de l'Est de la Guinée, l'une des plus touchées par la fièvre hémorragique. Mais insuffisante pour stopper l'épidémie. Pour les professionnels de santé, il faut avant tout continuer à sensibiliser et à mobiliser la population pour prévenir l'apparition des symptômes. Avec presque 2000 cas d'Ebola et plus de 1000 décès, la Guinée est le 3e pays le plus touché par l'épidémie.
Hors du continent africain à présent, et nous parlons du sommet du G20 qui s'est ouvert ce samedi à Brisbane, en Australie. Le président russe Vladimir Poutine est sous le feu des critiques, d'abord des pressions de ses homologues occidentaux par rapport au conflit ukrainien, mais aussi une tension avec la France dans l'affaire du Mistral. Une poignée de main de circonstances et des regards qui en disent long. Un froid s'est installé entre les présidents russes et français. Nous avons actuellement beaucoup de turbulences dans les relations internationales. C'est pourquoi il est d'autant plus utile de nous rencontrer à nouveau. Moi, je suis toujours prêt à poursuivre cette relation, mais à une condition, c'est que ça puisse déboucher. L'affaire du Mistral cristallise en ce moment la crispation de la relation entre les deux pays. Mais les tensions sont visibles depuis le rattachement de la Crimée à la Russie. Une démonstration de force de la part de Vladimir Poutine qui a déterminé la France et l'Union européenne à imposer un lot de sanctions économiques à la Russie et a poussé Paris à durcir son langage diplomatique. Faut, par rapport à la Russie, faire preuve à la fois de fermeté et de dialogue. Alors le dialogue, nous l'avons essayé, mais encore faut-il qu'il y ait une réponse. Mais la fermeté nous conduit à ce que nous avons pris déjà un certain nombre de sanctions. Et si la Russie, en urgence, ne modifie pas son comportement, il est probable que les sanctions vont être encore renforcées. Fin août, l'UE a mis ses menaces à exécution. Les sanctions économiques ont provoqué des fuites massives de capitaux russes. Et depuis le début de l'année, le rouble a perdu le quart de sa valeur face à la monnaie européenne. Depuis septembre, la France est passée aux sanctions militaires avec la suspension de la livraison d'un premier porte-hélicoptère Mistral, prévu pour octobre. Donné à Paris 2 semaines pour changer d'avis, où la Russie se lancera dans des poursuites financières. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.